Voilà, donc là, voilà, l'enregistrement a démarré. Okay. Pardon, je vais enlever la traduction parce que ça me perturbe un petit peu. Donc, alors je vous propose, si... Non, on a perdu Pierre Lafitte. Donc, je vous propose de peut-être commencer. Céline, tu en penses quoi? On va démarrer? Oui. On va démarrer par une présentation qu'on va faire à deux voix avec Céline, et puis on vous fera une démonstration en fait de l'outil Waters. Et ensuite, on pourra discuter et répondre aux questions que vous avez. Voilà. Si vous voulez bien, voilà, juste vous mettre sur, je sais pas comment on dit en français, sur mute, si vous ne parlez pas. Ça perturbera moins les personnes. Couper le micro, voilà, j'ai trouvé le mot. Céline, tu veux partager ton écran? D'accord, donc tout le monde m'entend, c'est bon? Vaïtia, c'est bon? OK. Donc, nous, comme Vaïtia l'a dit au départ, nous faisons partie du département de l'environnement et des sciences et nous sommes dans la division sciences. Donc, nous ne faisons pas partie du secteur qui fait la régulation, mais nous travaillons, nous sommes très proches avec nos collègues et c'est comme ça que Waters a été mise en place. Donc, nous faisons partie du gouvernement du Queensland, donc nous ne faisons pas partie du gouvernement fédéral, mais du gouvernement de l'État. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, donc en fait, nous avions un besoin, nos collègues qui font la régulation Queensland avaient besoin en fait d'un accès aux données, à des données qui sont en fait utilisables. Donc, ça écho ce que certains d'entre vous ont dit, que nous recevions des PDF, des fois nous recevions des rapports de laboratoire, et donc, quand il y avait un problème, qui pouvait parfois être sérieux, quand il y a eu des inondations, notamment au Fitzroy, qui est une grande région du Queensland, il fallait, regarder sous ces PDF. Donc en fait, il y avait un besoin d'un accès rapide aux données et donc c'était de la qualité et aussi de la quantité. Donc ce sont des prélèvements des eaux qui sont faits par les opérateurs, et données, en fait, d'une manière qui soit en fait utilisable par le gouvernement. Donc ça ne s'est pas fait en comment? Le système que Veitia va vous montrer tout à l'heure ne s'est pas fait, en une fois. Donc, nous avons commencé en 2000. Il y avait en gros, nous avons d'abord travaillé avec les stations d'épuration qui sont gérées par l'équivalent donc des mairies, donc qui étaient amenées à coopérer plus avec le gouvernement que les industries et les stations d'épuration, rejettent des eaux, dans les rivières, d'une manière continue en Australie. Donc nous avions commencé à travailler avec eux pour en gros, mettre en place un système et commencer à voir comment on pourrait, avoir une banque de données qui serait accessible par les opérateurs et donc, au tout début, nous avons, créé un document type, donc c'était un document Excel, qui avait un fichier et envoyait, au gouvernement et en fait après il y avait une tâche administrative qui devait de télécharger ces données dans une base de données. Ça a permis de voir où étaient les problèmes et comment nous allions gérer cette et donc en 2006, nous avons en fait passé à l'étape suivante
Et en gros, au lieu d'avoir ce système d'email et une tâche administrative, c'est devenu plus automatique et les opérateurs pouvaient donc télécharger directement leurs données sur un site internet. Donc nous avions gardé ce format type et donc les stations d'épuration sont les premières qui ont utilisé ce site internet. Une fois que ça a été bien en marche, nous sommes passés en 2013 et donc c'est en fait la plateforme s'est étendue à beaucoup plus de sites. Nous aussi, nous sommes passés de seulement récupérer en fait les données qui étaient sur la qualité et la quantité des rejets d'eau. Nous avons aussi commencé à récupérer les données, pardonne-moi, les données donc des prélèvements qui étaient faits dans les rivières, mais aussi les eaux souterraines, etc. Et ça, c'était une expansion du type de données à collecter, qui a entraîné pas mal de changements dans la base de données. Donc la plateforme actuelle, en fait, peut collecter des données de n'importe quelle en fait opération et de n'importe quel type d'eau, donc que ce soit de l'eau de rivière ou de l'eau, par exemple dans les dames qui sont sur les sites des clients. Donc, nous avons fait le déroulement du système a été donc par étapes et dirigé et guidé par nos collègues qui s'occupent de la régulation au Queensland. Donc, nous avons toutes les stations d'épuration, donc tout ce qui est en gros d'une taille au-dessus de 4000 équivalent homme, ben, en gros, fait partie du système. Nous avons aussi toutes les mines qui sont, donc les mines de charbon qui sont opérationnelles et nous commençons à dérouler aux mines de métaux, donc tout ce qui est cuivre, etc. Nous avons aussi les abattoirs, quelques raffineries et les activités d'extraction de gaz de charbon. Donc à chaque fois, à chaque fois que nous passons à une autre industrie, qui va être faite au niveau du système pour être sûr que nous pouvons récupérer les données en question. Donc, je regardais aussi par rapport à la taille, donc quand on vous dit qu'on a 260 sites, en fait, il y a le Queensland est à peu près 100 fois la superficie de la Nouvelle-Calédonie et 260 sites, ça paraît comme un gros chiffre, mais en fait, c'est pas très important puisque nous avons 260 sites, mais c'est en fait nous avons implémenté les sites qui sont considérés comme les plus haut risque pour l'environnement, pour la qualité de l'eau. Donc, il y a le permis d'exploitation qui sont issus qui sont courants en fait en ce moment au Queensland. Donc, il y a encore, mais tous ces sites, donc les 8000 permis qui existent, n'ont pas tous, bien sûr, de la décharge ou un impact sur l'eau. Donc, c'est un travail que nous devons, bien sûr, continuer. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, il y a donc le Water, c'est un site internet, c'est du .NET pour ceux qui sont intéressés dans tout ce qui est technique. Et nous avons une base de données qui reçoit les données, c'est une base de données Oracle. Donc nous la gérons pour la régulation et nous donc les sciences et nous avons aussi un développeur, un programmateur au niveau de notre équipe. Toutes les données que nous récupérons en fait, sont basées en gros, nous avons les permis et les permis au site et chaque site doit donc faire des prélèvements de la qualité des eaux et un certain nombre de paramètres et en gros, selon le site, il y a des conditions différentes et donc tout cela est régulé par l'Environment Protection Act de 94 qui fait partie de la législation du Queensland. Donc tout ce qui est fait dans Waters est en fait lié à cette législation et à ces permis qui sont spécifiques au site.
Les données, donc une fois dans le système, sont accessibles à tout moment par les opérateurs pour leur site, donc ils n'ont pas accès aux données de leurs compétiteurs et aussi pour toutes les autorités. Nous mettons ces données à disposition des autres départements du gouvernement. Donc, c'est par exemple le département des pêches. Le bureau météorologique qui aussi a un rôle de gérer la quantité des eaux au Queensland. Et ces données, pardon, en dessous de la législation, font partie du domaine public. Donc, en gros, si un membre du public demande ces données, nous pouvons leur donner. Nous suivons des procédures spécifiques parce que les opérateurs sont inquiets que ces données soient données à des organisations environnementales ou aux médias sans contexte. Donc, il y a des procédures spécifiques et nous enregistrons à qui nous donnons ces données. Mais ces données, ça a permis aussi de donner en ayant ces données dans Water, ça a facilité cet accès et de donner les données plus rapidement au public quand elles sont demandées. Veitia? Oui, alors tu veux bien juste faire le déroulement des diapos peut-être, Céline? Ouais, Pardon. pas de problème. Voilà. Alors, donc en gros, donc, les fonctions principales de Waters, il y en a deux, en fait, deux fonctions. Donc la première, c'est de permettre en fait aux opérateurs de notifier toutes les non-conformités et de comment dire, et de pouvoir respecter les options qui sont demandées dans les permis en termes de provision de données, en fait. Donc, s'ils dépassent, par exemple, une limite de concentration, s'ils font un rejet qui n'était pas autorisé, tout ce genre de choses, ils peuvent le faire par Waters et qui a un lien directement avec ce qu'on appelle la pollution hotline. C'est le système où à la base, il devrait en fait notifier mais le système Waters permet en fait de pouvoir collecter ces informations et les envoie automatiquement en fait à la pollution hotline. Donc ça, c'est une fonction que les opérateurs apprécient beaucoup parce que ça leur permet en fait d'avoir un moyen standardisé et de pouvoir suivre en fait, parce qu'en fait, on a un enregistrement de toutes ces notifications dans le système et avoir une communication assez standardisée de régulation. Donc, c'est peut-être pas une fonction qui vous intéresse, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. La deuxième fonction, c'est effectivement la soumission électronique des données liées à la qualité des eaux. Et donc, cette fonction mettre les données brutes de surveillance de la qualité des eaux, que ce soit les eaux de rejet ou les eaux des milieux récepteurs, donc les rivières ou les eaux souterraines. Et comme Céline le disait, on se base toujours sur le permis. Donc, tout ce qu'on va configurer dans le système est basé sur le permis. Et donc, on va, par exemple, alors ici, on vous a mis un exemple de tableau. Donc, c'est simplement un exemple, mais de tableau qui liste en fait les limites à ne pas dépasser en termes pour certains paramètres, pour des eaux souterraines, pour un certain site. Et donc, vous voyez que, par exemple, on va avoir différentes limites en fonction des paramètres, du pH, de la conductivité, sulfate, de différents paramètres, et en fonction des différents puits également. Donc, on va pouvoir, dans Waters, en fait, configurer ces limites pour pouvoir, par la suite, en fait, comparer les données qui sont produites par les opérateurs à ces limites.
ce qui permet en fait non seulement pour l'opérateur de pouvoir rapidement identifier si il a dépassé ses limites et s'il n'a pas respecté ses obligations, ses conditions, et aussi pour le régulateur de pouvoir de la même façon identifier très rapidement s'il y a eu un dépassement de limite, s'il y a eu un problème au niveau du rejet des eaux et de la qualité des eaux dans les milieux récepteurs. Et donc tout ce qui se passe sur Waters, que ce soit la soumission des données, que ce soit la notification de non-conformité, est en fait directement, de façon automatisée, transmise aux services régulateurs par email. Donc, dès qu'il y a un opérateur soumet des données, il y a un email automatique qui va vers l'opérateur pour lui dire vous avez bien soumis les données, etc. Et il y a également un email automatique qui va vers le service régulateur pour lui dire cet opérateur a soumis des données tel jour, etc. Ce qui lui permet en fait d'aller voir sur le système ce qui a été donné. La prochaine slide, la prochaine diapo peut-être, Céline. D'accord. Alors, donc le déploiement de Waters a été progressif, comme Céline le disait, et il a été très encadré et il a été aussi mené par les services régulateurs, donc toujours en lien avec eux, et a été fait par secteur d'activité. Donc, comme elle le disait, on a commencé par les stations d'épuration, puis les mines de charbon, etc. Et donc, à chaque fois qu'on a déployé Waters sur un secteur d'activité, en général, le procédé, il a été le suivant. Donc, on a d'abord fait une réunion d'information avec les opérateurs en question des activités pour leur expliquer ce que c'était, quel était l'outil Waters, qu'est-ce que ça leur permettait de faire, etc. Les avantages qu'ils pouvaient y gagner également. Et ensuite, donc suite à cette réunion d'information, on essayait de détecter en fait les sites qui étaient plutôt partants, plutôt volontaires pour soumettre leurs données, pour utiliser l'outil, et on déployait donc Waters pour ces sites-là. Et donc pour faire ça, on est toujours en lien, en communication avec les opérateurs je vous montrerai tout à l'heure, mais pour configurer le site dans Waters de la meilleure façon. Et ensuite, une fois que le site est configuré dans Waters, on leur propose des formations pour pouvoir utiliser l'outil correctement, bien que ce soit quand même assez intuitif, hein, mais ce qui nous permet en fait d'établir de très bons rapports avec les utilisateurs. Donc au départ, ça peut être, suivant les opérateurs, ça peut être un petit peu difficile au tout début, mais après 2-3 ans, on remarque que de façon générale, Waters fait partie de leur procédure en fait de site. Mais toujours, donc ce qu'il faut quand même noter, c'est que on remarque qu'il faut quand même qu'il y ait une pression réglementaire. Donc, s'il n'y a aucune pression de la part des services régulateurs, eh bien, ils peuvent très bien, s'ils y voient que très peu d'avantages, ils peuvent très bien se dire bon, finalement, non, moi, j'ai pas trop envie de soumettre mes données. Donc, il y a quand même une pression réglementaire qui est nécessaire pour s'assurer que la plupart des sites continuent à soumettre leurs données et à utiliser l'outil. Et on est toujours en processus d'amélioration continue pour justement permettre à la fois d'améliorer le service client et d'améliorer en fait les facilités d'utilisation de l'outil par les opérateurs, et également pour pouvoir en fait intégrer d'autres types d'activités dans l'outil.
Donc voilà, donc à notre niveau et à l'heure actuelle, donc on est une équipe de 4 à 5 personnes, en incluant donc notre programmateur. Et cette équipe de 4-5 personnes, alors ce qu'on veut surtout pas, c'est de ne pas vous effrayer avec les ressources nécessaires. Mais voilà, cette équipe de 4-5 personnes, elle est quand même là pour gérer et maintenir la base de données, proposer un support technique aux opérateurs, être en communication avec eux et également pouvoir intégrer en fait tous les nouveaux sites qu'on déployait l'outil à de nouvelles activités, à de nouveaux sites. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie la qualité des données, en fait. On vérifie les données. Donc, une fois qu'ils ont soumis leurs données, on fait un contrôle qualité et on regarde si il n'y a pas des données qui sont complètement aberrantes, s'il n'y a pas des données qui sont manquantes. Et du coup, bah ça nous prend quand même beaucoup de temps. Et on est en lien donc avec les opérateurs. Quand on remarque des choses qui sont un petit peu anormales, on les contacte, on leur dit bon, voilà, on a trouvé que cette valeur était un petit peu haute pour une température, par exemple, qui est à 28 degrés, c'est quand même un petit peu étonnant, ou voilà, et des valeurs qui sont manquantes. Et donc, on est en constante communication avec eux pour leur demander en fait de vérifier leurs données et pour ensuite les corriger s'il y a besoin dans la base de données. Ce qui nous permet quand même d'avoir une certaine confiance dans les données qui sont dans notre base. Et donc, je vous rappelle que voilà, notre équipe, elle gère tout ça pour actuellement 260 sites différents. Donc, on a quand même voilà, une base de travail assez large. Donc ensuite, je crois qu'on en vient à la démonstration, c'est ça, Céline? Ah non, ok. Ok, donc alors la procédure de soumission des données, elle est la suivante. Donc la première étape pour nous, alors ça c'est nous qui le faisons, c'est l'équipe, est de configurer le site dans Waters. Donc je vous montrerai à quoi ça peut ressembler sur la plateforme, mais ça nécessite voilà, du travail en amont. Une fois que le site est configuré, là c'est l'opérateur lui-même qui va pouvoir en fait générer depuis la plateforme un document type, parce que pour pouvoir en fait avoir ces données dans une base de données qui soit utilisable, qui soit standardisée, il a fallu qu'on utilise une nomenclature particulière avec des codes particuliers qui nous permettent de nous repérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, qu'ils puissent soumettre leurs données dans un document avec un format spécifique. Donc, ils peuvent générer ce document depuis la plateforme. Et une fois qu'ils l'ont généré, ils le complètent avec leurs données et ils le téléchargent sur la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est en bleu. Donc ça, c'est eux qui le font. Tout ça sur la plateforme. Et une fois qu'ils l'ont fait, on a donc sur la plateforme la génération d'un rapport, un rapport avec toutes les données qu'ils ont en fait produit, qui sont fournis. Et comme je vous le disais, suite à ce rapport, il y a un email de notification qui part vers l'opérateur et vers le régulateur pour dire ça y est, les données ont été enregistrées dans le système. Il y a des procédures également automatisées lors de la soumission des données que je vous montrerai rapidement, qui permet en fait une première étape de vérification des données en fait. Voilà, je pense que ça y est. Donc, je vais... est-ce que vous avez des questions à ce stade ou est-ce que vous voulez d'abord voir la démonstration? Démonstration? Ok. D'accord. Alors, donc je vais partager mon écran. D'accord. Est-ce que vous voyez tous mon écran?
Céline, ouais. D'accord, donc alors c'est la base, donc voilà, c'est la plateforme. Donc c'est un site internet hein, avec voilà l'adresse qui est ici. Et donc quand on se connecte, donc de toute façon, je vais devoir, ah non, je vais juste le refaire. Donc c'est une plateforme, voilà, qui nécessite en fait un accès via des comptes utilisateurs. Donc là, je vais uniquement me connecter avec un compte test pour ne pas qu'il y ait de la divulgation d'informations. Et donc, on a plusieurs niveaux d'autorisation d'accès. Donc, on a un niveau administrateur pour nous, pour qu'on puisse effectivement faire tous les changements qui ont besoin d'être faits. On a un accès pour les services régulateurs qui peuvent du coup accéder à tous les sites et à toutes les informations, mais qui ne peuvent rien modifier. Et on a un accès opérateur, donc qu'on appelle client, qui eux qui peuvent soumettre des données et qui peuvent surtout soumettre des données et notifier des dépassements de limites, etc., mais qui ne peuvent voir que leur site. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème de confidentialité de données entre les opérateurs. Voilà. Donc, quand on vient donc sur le site, on a plusieurs onglets donc là-haut. Et donc, ce qu'on fait, alors je vais vous montrer. Donc, la première étape, donc on vous a parlé, c'est de configurer le site. Donc du coup, alors là, c'est un site qui s'appelle test site STP. Donc voilà. Et donc, si vous venez ici, donc vous pouvez trouver votre site. Donc si vous êtes un client. Et ici, vous avez une description en fait du site. Donc, quand on configure le site, on va configurer, donc on va configurer, donner le nom du site, le type d'industrie. On va également mettre les contacts, donc les adresses email et les premiers et seconds pour ce site. Et on va également enregistrer en fait les différents permis avec leurs références, leur date de validité, etc. Voilà, c'est un petit peu compliqué chez nous. C'est très réglementé et, et régulé. Mais voilà, on va enregistrer donc ces permis et on va également venir configurer en fait les sites de mesure. Donc en fait tous les points où ils vont donc devoir mesurer la qualité de l'eau, on va les enregistrer ici. Donc ici par exemple vous avez 5 points de mesure. Donc par exemple si on vient sur celui-là, donc on l'appelle RP3. On peut venir ici pour voir plus de détails. Et donc, quand on le configure, en fait, on va lui donner donc une référence interne à Waters, qui nous permet, nous, de pouvoir gérer les choses plus facilement. Une description, donc où est-ce qu'est localisé ce point de mesure. Donc, le site auquel il est lié. On va également renseigner le cours d'eau, par exemple, s'il s'agit d'un cours d'eau, le bassin versant. Et en général, alors là, ça y est pas sur ce test, mais on va renseigner également la longitude et la latitude du point pour savoir exactement en fait où est-ce qu'ils qu'ils font leurs mesures. Et donc associé à chaque point de mesure, on va avoir les limites qui sont prévues en fait par le permis. Donc ici, c'est juste un exemple, hein, mais voilà, on peut mettre une limite pour le pH en disant, bah, on veut pas, le permis dit qu'ils ne peuvent pas dépasser un pH de 9, par exemple. Avec un autre produit, on va pouvoir mettre les limites. Donc on va configurer tout ça. Donc pour chaque point de mesure, on va configurer les limites qui sont dans le permis.
Voilà, donc comme vous pouvez peut-être l'imaginer, c'est quand même un gros travail au départ de configurer ces sites. Une fois que les sites, donc le client, il peut voir donc son site, il peut aller directement voir son permis avec les différentes, puisque nous les permis en fait sont quand même mis à jour selon les industries, ça peut être relativement régulièrement en fait. Hein. Donc à chaque fois on met à jour tous ces permis et il peut voir donc les points de mesure et aller voir les détails. Et puis vérifier que ce sont effectivement s'il y a des changements, il peut venir vérifier ce qui doit être changé. Donc ça, c'est la configuration du site dont on vous parlait, qu'on fait nous au sein de l'équipe. Et ici, dans cet onglet, c'est là qu'ils vont pouvoir venir en fait générer un document type. Donc, s'ils veulent générer un document type, ils vont venir sur Generate Template. Et donc là, on donne plusieurs options. Donc, s'ils veulent simplement générer un document type de base, on va dire, ils peuvent venir ici. Donc, il faut qu'ils disent, en fait, les dates pour lesquelles ils veulent soumettre des données. Donc, on va, par exemple, on va dire qu'on veut soumettre des données pour l'année 2020. Et ils peuvent soit télécharger tout de suite ce document. Donc, si je fais ça, alors on leur donne également plusieurs options de format de ce document type. Puisque suivant certaines industries, en fait, et ça on l'a fait parce que pour répondre aux besoins des industries. Certaines industries vont être plus, vont avoir un système de management, de gestion des données qui vont être plutôt avec les indicateurs, les résultats en colonne, enfin les indicateurs en colonne, et d'autres vont avoir les indicateurs en fait tous sur les mêmes colonnes et les résultats tous sur la même colonne. Donc, mais bon, voilà, on leur donne plusieurs options. Et si on télécharge ce template, donc vous allez voir à quoi il ressemble. C'est un fichier Excel. Hein. Voilà. C'est un fichier Excel. Alors, dans la première page, vous allez avoir un récapitulatif en fait de toutes les informations sur le site et de voilà, les points de mesure, etc. Et les indicateurs qui doivent être mesurés, les paramètres qui doivent être mesurés. Et ensuite, dans les onglets suivants, en fait, c'est ici qu'ils vont venir mettre leurs données. Donc, nous, on leur permet de mettre des données de laboratoire et des données de site, donc ce qu'ils prennent avec les résultats qu'ils ont à partir de sondes, par exemple. Voilà, sur le terrain. Voilà. Les résultats de terrain, pardon, moi aussi j'ai du mal. Et donc, ils vont renseigner ici, par exemple, le point de mesure, la date, l'heure, etc. Et les valeurs qu'ils ont obtenues. Donc, alors, je vais juste vous montrer. Donc, une fois qu'ils ont renseigné tout ça, j'ai fait un exemple hier. Si je le trouve, voilà. Donc, je vous ai rempli, alors c'est simplement un exemple, hein, mais voilà. Donc, j'ai mis ici des données bateau avec pour vous montrer en fait la vérification des données qui est fait automatique. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un pH de 15. Et puis, j'ai également mis donc c'est l'oxygène dissous. Ici, j'ai mis 0. Donc, on va essayer de soumettre, on va, voilà, imaginer qu'on est un opérateur, on a mis nos données et on va donc soumettre ce fichier dans Waters. Alors, donc pour soumettre le fichier dans Waters, hop, on vient ici
on a juste au final à chercher le fichier Excel qu'on a rempli dans le format spécifique et on le soumet. Voilà. Et là, le système va nous donner des erreurs, puisque en fait, quand on a mis en place et quand on a défini des indicateurs, on leur a donné par exemple des gammes de mesures, des gammes de mesures. Donc par exemple pour le pH, on a mis entre 0 et 14. Voilà, pour l'oxygène dissous, je pense qu'on a mis entre 0,1 et 10 peut-être. Et donc là, il nous dit on a un problème avec l'oxygène dissous sur la rangée 26, avec le pH sur la rangée 41. Donc effectivement, si on vient ici, donc l'opérateur, il voit ça, il a une erreur. Il va venir ici et il va venir voir. Alors la rangée 41, on a un problème avec le pH. Oui, effectivement, on a un pH de 15. Donc il va aller vérifier sa donnée et il va la corriger. Donc c'était peut-être juste une erreur de transcription. Donc on va mettre 7,5. Et on a une erreur à la rangée 26 pour l'oxygène dissous où on a 0. Et effectivement, bon, 0, normalement, c'est pas très bon. Donc on va dire qu'on a 0,5. On s'est trompé quand on a transcrit et mis les données. Donc on va enregistrer notre fichier. Et là, on revient, je suis perdue. Voilà. Et là, on revient et on va le resoumettre. Donc là, il va m'embêter. Voilà. Hop. Et on le soumet. Et là, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, il nous met un message pour nous dire que la soumission a été faite avec succès et il nous met en fait maintenant le rapport dont on parlait tout à l'heure, le rapport qui est lié avec les données reçues. Et donc, je ne vais pas tout regarder, mais en gros, par exemple, vous allez le voir ici, pour l'oxygène dissous et le pH, il va comparer en fait les données soumises avec les limites du permis. Et donc, la limite du permis pour l'oxygène dissous, c'est d'avoir un minimum de 2. Et là, donc, on a, dans les données soumises, on a 17 données d'oxygène dissous. Et sur les 17, en fait, on dépasse la limite. Enfin, on est en dessous de 2, 16 fois. Donc voilà, donc il ne respecte pas, donc c'est une façon de voir en fait qu'il ne respecte pas cette limite. Et de la même façon, on va pouvoir voir le pH. Donc le pH, on a des limites dans le permis entre 6,5 et 8, donc il ne faut pas qu'il sorte de cette zone. On a 17 résultats qui ont été soumis à ce moment-là et on voit qu'on n'a aucun dépassement de limite. Voilà. Donc c'est simplement pour vous montrer voilà, cette vérification qui est faite par le système entre comparaison des données avec les limites du permis. Donc voilà, alors je sais pas, bon je vous ai pas montré, mais ils ont également moyen, donc quand ils génèrent le document type, ils ont également moyen de le customiser, de le personnaliser. Donc ils peuvent, on va mettre un truc. Ils peuvent le personnaliser en choisissant en fait les points de mesure qu'ils veulent, les paramètres qu'ils veulent mettre, et ça leur permet en fait d'avoir un document type qui va être plus synthétique et qui va être plus adapté à leurs besoins à ce moment-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été mis en place pour répondre à leurs besoins et pour faciliter l'utilisation de l'outil, pour avoir en fait une meilleure, comment dire, meilleure
adhérence, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on a dit, mais pour qu'ils adhèrent au mieux en fait à l'outil et qu'ils l'utilisent mieux et voilà. Donc voilà, et puis là je vous parlais de... Oui, vas-y Céline, tu voulais dire quelque chose? Le mapping peut-être par rapport à ce que Ah oui. quelqu'un disait, ça peut-être quelque chose qui serait intéressant pour, il parlait de l'homogénéisation. L'homogénéisation. Comme ça, en fait, donc en fait, pour, aider encore un pas en plus, pour éviter qu'ils aient à utiliser les codes que nous avons Ah utilisés oui. dans Waters, ils utilisent en fait sur la page que vous voyez là, par exemple, l'opérateur, peut-être utilise un W1 et donc comme ça, quand ils ont le document, ils reconnaissent leurs points et non pas à se rappeler parce que là, il y a 2 points, mais si vous imaginez un site peut avoir jusqu'à 100 points ou 100 bords. Donc ça devient très compliqué, s'ils doivent se rappeler s'ils doivent faire une correspondance. Donc en fait, ce qu'on leur demande de faire et on leur fait aussi, quand on le met en place, c'est qu'on enregistre leur référence contre la référence de Aussi. Water. Donc c'est un petit peu une traduction entre ce qui est sur leur site et ce qui est dans Water. Donc ça, c'est pour les sites d'échantillonnage, mais aussi, par exemple, pour les indicateurs, donc pour les paramètres. Mm. Donc, il y a probablement 5000 façons de d'écrire, aluminium, dissous. Donc comme ça, ils peuvent avoir leur propre vocabulaire, en fait, et aussi leurs propres unités. Donc ils n'ont pas besoin de faire, comment dire? Une conversion de milligrammes au microgramme et ça a évité aussi beaucoup d'erreurs. Parce que c'est une des erreurs qui est la plus commune, c'est en fait que la conversion est mal faite ou ils soumettent en microgrammes et c'était des milligrammes au labo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, qui aide beaucoup et comme s'ils le font une première fois, comme ils peuvent enregistrer le template, ou le document type, la configuration qu'ils ont faite, en fait, c'est un effort qu'ils ont à faire une fois et ça facilite l'entrée des données dans leur dossier dans leur fichier type, sur le long terme, en fait. Mm. Pardon. Non, non, c'est très très bien. J'allais oublier. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour la soumission de données sur la qualité de l'eau. Et puis, ils ont également, donc, comme on vous disait, la possibilité de notifier les non-conformités avec l'onglet Events. Donc, on a créé pour ça plusieurs types de non-conformités, que ce soit un rejet autorisé, parce qu'ici, même s'ils ont un rejet autorisé, il faut qu'ils le notifient en fait dès qu'ils rejettent de l'eau, surtout les mines de charbon, il faut qu'ils le disent et quand ils arrêtent de rejeter, il faut qu'ils le disent aussi. Donc voilà, ça, un dépassement de limite, voilà, plusieurs. Donc ils ont plusieurs types de non-conformité qu'ils peuvent soumettre. Donc voilà, je vais pas détailler à moins qu'il y ait des questions et un intérêt particulier. Mais bon, le but, c'est que ils puissent soumettre notifier leur non-conformité qui va directement au service régulateur. Et ensuite, ils peuvent avoir, en fait, ils ont un suivi, que ce soit le service régulateur ou l'opérateur, de toutes les non-conformités, en fait, qu'ils ont, euh, qu'ils ont notifiées. Voilà, avec, euh, avec les détails. Voilà, donc ils peuvent mettre des informations, ils peuvent attacher des documents, etc., etc. Voilà, et donc dans le système, on a aussi donc on a une section aide qui en fait propose des fiches d'instruction pour les aider en fait à comment soumettre avec un document type, la notification des non-conformités, etc., etc. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions plus tard, voilà, on pourra y revenir. Ils peuvent aussi accéder leurs données, à travers le site. Donc ils peuvent directement aller, retélécharger leurs données et on s'est rendu compte que Ouais. certains opérateurs, en fait, quand il y a beaucoup de changements de personnel
ou qui n'ont pas les moyens, il y a des petits stations d'épuration qui n'ont pas de base de données en fait, et donc toutes leurs données c'est sur des fichiers Excel, et en fait ils utilisent Water pour storer, pour Gérer. garder, pour gérer, voilà, leurs données, et donc ils ont accès à leurs données directement sur le système quand ils le veulent. Voilà, ils peuvent venir ici et en fait sélectionner. Donc soit ils peuvent simplement les voir les données qu'ils ont soumis, ou ils peuvent également les télécharger en fait en fichier. Ils peuvent même télécharger plusieurs données, soumissions de données qu'ils ont faites sur plusieurs années par exemple, et les télécharger en format CSV et donc les avoir en fichier Excel. Il y a une question de... Vous avez une question? Je crois qu'on vous entend pas. Non. Ah, non, Attends. peut-être qu'il faut que tu les... Ah là ça marche, ouais là ça doit marcher. D'accord. Joli coup, bravo. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Alors du coup je disais oui c'est Pearl du service de l'eau. Donc moi ma première question c'est dans le fichier Excel modèle qui est envoyé aux différents privés opérateurs, est-ce que les noms des paramètres sont fixés? Parce que là, vous nous avez montré pour le pH en l'occurrence, mais s'il y a d'autres paramètres, est-ce que c'est eux qui doivent le remplir ou est-ce que c'est quand même fixé dans le fichier Excel? Donc, en fait, c'est quand on fait la configuration du site, tous les paramètres qui sont requis dans les permis sont entrés dans la configuration, et donc s'ils ont des métaux, des pH, etc., tout est listé dans le fichier Excel en fait. S'ils font des échantillonnages en plus ou des prélèvements en plus, on peut aussi les ajouter à leur liste, mais dans ce cas-là, on les liste d'une manière séparée et il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de vérification de limite, puisque c'est pas obligatoire en fait dans leur permis, et il faut aussi faire attention qu'on ne donne pas ces données au public car elles ne sont pas listées dans leur permis. Donc c'est pour ça que s'ils ont des paramètres en plus qui ne sont pas requis dans leur permis, ils peuvent les soumettre, mais ils doivent quand même être enregistrés dans le système auparavant. Ça répond à la question? Oui, merci, ça répond effectivement à la première question. Du coup, la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que vous avez créé des interfaces pour faire des comparaisons de suivi, par exemple sur un même site, mais avec un historique, avec des graphes ou ce genre de choses? Oui. Alors, je peux Tu leur vas... montrer. Ouais. Ouais, vas-y, prépare. Donc, en fait, toutes les données qui sont sur Waters, on a en fait deux systèmes. Donc, le système que Veitia est en train de vous montrer, c'est River. Et donc là, on a une comparaison donc c'est tous les graphes et comparaison des limites. Et on a aussi développé un outil pour l'équipe pour regarder et faciliter en fait la qualité, le contrôle. Donc ça, c'est tous les sites. Mais donc, Veitia va vous montrer un des sites. Tu cherches lequel? Je ne sais pas trop. Prends une des raffineries, la raffinerie peut-être. BHP. Laquelle? Non, sinon je peux leur montrer. Boulder SDP. PUL. PUL? Ou même Pinkampa ou une STP. Attends, je suis perdue. Pegamba? Non. Oui, si ça marche. Ça doit marcher. Donc en fait, les stations d'épuration, on a des données d'à peu près depuis 2000.
ce qui permet de commencer à avoir un peu une idée des trends. Des tendances. Des tendances. Voilà. Voilà. Donc là, le point rose, c'est le site. Et il faut que tu sortes de là pour pouvoir mettre les points. Ouais, mais en fait, il n'y en a pas sur celui-là. Non, faut que tu cliques sur les points. Ah, mais il n'y en a pas. Et c'est Show Monitor Point. Il n'y en a pas pour Ah, ben non, parce qu'il rejette avec une autre solution, pardon. Il rejette sur Eleanor. On va vous montrer une mine. Donc là, c'est une mine. Et donc, le point rose, donc c'est le site. Et donc, on peut voir en fait les différents points de mesure. Donc, ça peut être les points de rejet qui sont en bleu clair, non, en bleu foncé, pardon. Donc là, on peut avoir les points, les eaux souterraines qui sont en bleu clair, etc. Et on a également les en violet et en orange, en fait, les eaux de surface. Et donc là, si on va, par exemple, là, c'est un puits, on a en fait les différents paramètres pour lesquels il y a des données pour ce point-là. Et donc, si on se met, alors, je ne sais pas, on va peut-être faire aluminium. On peut en sélectionner plusieurs ou un. Si tu fais select all, control all. Mais ça fait beaucoup. Ça va faire beaucoup. Voilà, on les sélectionne et en fait, on peut avoir en fait des graphes et pour avoir les tendances. Donc, bon, là sur l'aluminium, on n'a pas eu beaucoup de variations. Ici, bon, on est sur du calcium, mais voilà, on peut voir les trends et les tendances et on peut également, en fait, là, en fait, sur ce site-là, on a des données que depuis 2019 parce que c'est un site assez récent. Mais on peut sélectionner également la période de temps qui nous intéresse pour pouvoir voir ces tendances. Voilà, bon, sur celui-là, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on a cette visualisation qui pour l'heure n'est pas accessible aux opérateurs. Elle est accessible uniquement aux services régulateurs pour le moment. Ok, donc me permet du coup de compléter la question. Du coup, c'est un autre outil en fait que Waters qui permet de faire ça, si je comprends bien. Oui. Et là, donc on voit que c'est un outil qui permet d'avoir un accès effectivement, comment dire, SIG, hein, donc par carto, et puis après les séries temporelles point par point. C'est ça. Okay. Est-ce que ça, c'est valable aussi pour les données quantitatives, justement, les quantités de rejet, en fait? Est-ce que, bon, parce qu'il y a la question des concentrations, mais aussi la question des flux, hein, c'est-à-dire, est-ce que l'outil permet de calculer des flux de rejet, par exemple, à partir d'une donnée de concentration et une donnée de débit? Alors, donc, ça, c'est les loads. Tiens, ouais. Oui, c'est les loads. Donc, les loads on ne peut pas visualiser les loads, mais on peut les calculer parce que les loads, les flux sont il y a des limites au niveau de l'azote et du phosphore. Donc, il y a un calcul qui se fait, mais ils ne sont pas, comment dire, on n'a pas cette visualisation des loads, des flux, pardon. Mais par contre, on a les volumes rejetés par contre. Donc on aura les volumes rejetés et souvent c'est également une condition des permis, c'est de produire également les volumes d'eau rejetée, ce qui nous permet après avec les concentrations de calculer les flux. Oui, du coup, juste pour comprendre pourquoi en fait c'est pas implémenté, pas accessible à ceux qui utilisent la plateforme Waters, cet outil River. Donc en fait, le Waters avait été
déployé en 2013. Et à l'époque, si vous voulez, tout ce qui était graphisme, etc., n'était pas vraiment facile au niveau de la technologie que nous avions utilisée. Donc, c'est pour ça que nous avions commencé par faire Reverse. Et en fait, en ce moment, nous travaillons à un meilleur rapport qui incorpore en fait les graphismes, le mapping, etc., qui est beaucoup plus interactif. Et donc, ce sera disponible pour les opérateurs donc, dans les 12 prochains mois en principe. Donc, mais parce qu'en fait, si on veut donner accès aux opérateurs à cet outil, il faut qu'on commence à gérer tout ce qui est accès. Donc, il faut lier, donc le client ne peut pas avoir accès aux données de leur compétiteur pour un meilleur mot. Et donc, en gros, il aurait fallu aussi gérer ça à ce niveau-là. Et donc, à l'époque, en 2013, ce n'était pas très facile. C'est pour ça que nous avons 2 outils, mais nous sommes en train de travailler à le mettre sur le même software en ce moment et ce sera accessible par les opérateurs. Alors justement, une question technique, vous vous basez sur quel système de base de données derrière pour gérer Waters et Reverse sans indiscrétion? Donc, la base de données qui est derrière Reverse et derrière Waters, c'est la même en fait. Donc, Reverse juste récupère les données de la même base de données et c'est une base de données Oracle. Oracle en français, je ne sais pas. Oui, c'est pareil en français. Oracle, ouais, merci. voilà. Oui, Oracle. Merci. Ouais. Et donc, le Waters, c'est écrit en .NET. Okay. Voilà. Et donc, c'est en ce moment, nous ne sommes plus sur et c'est aussi sur le Amazon Web Services. Donc, nous ne sommes plus sur un système physique du département. C'est un système, donc c'était sur le cloud. Oui, c'était effectivement la question que j'allais poser. Merci beaucoup, c'est parfait. Vous y avez répondu avant que je la pose. Et en fait, au niveau du coût de l'avoir sur le cloud, en fait, pour nous, c'était moins cher que sur nos propres systèmes parce il fallait qu'on paye notre service IT. Donc, c'est plus avantageux pour nous de l'avoir bougé sur le cloud. Et pourtant, c'est comme je dis, on a quand même des données depuis 20 ans pour certains sites. Excusez-moi, j'avais une question. Entre Reverse et Waters, elles sont liées, les bases de données? C'est la même base de données. La même base de données. Parce qu'autrement, on aurait peut-être, en gros, si vous commencez à copier les bases de données, il y a un coût supplémentaire. Et aussi, vous avez le problème de quel est le point of truth, quel est le vrai point. Beitia. Je ne sais pas. C'est la référence peut-être. Voilà, quel est le vrai point en fait. Voilà. Et nous avons des procédures. Donc, si nous changeons une valeur ou un résultat, nous avons une trace écrite en fait du client parce que nous les aidons à échangeant des données pour eux. Mais cependant, c'est important d'avoir cette trace écrite parce que ça peut aller au tribunal au niveau de ce qui est entré dans la base de données. Donc, nous avons un suivi et des procédés à suivre. Tout à l'heure, vous aviez indiqué qu'il y avait d'autres bureaux que les régulateurs qui pouvaient avoir accès à Waters. Mais par contre, quand vous nous avez présenté les accès, il y avait juste accès utilisateur, accès régulateur, accès administrateur. Comment ça se passe à ce moment-là pour les autres services? Si le service fait partie du Queensland Government, donc par exemple les pêches, etc., ou le département qui s'occupe des législations, généralement ils ont un accès donc similaire à un accès régulateur. Par contre, par exemple, si c'est une demande de données pour un département fédéral, donc dans ce cas-là, en ce moment, nous leur donnons les données.
ils n'ont pas un accès direct au système en ce moment. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont eu vraiment besoin. Ils ont vraiment des questions spécifiques et ils ne veulent pas vraiment chercher les données eux-mêmes. Donc, s'ils ont des questions spécifiques sur un endroit spécifique ou un site particulier, ils nous le demandent et nous leur donnons les données. Donc, en fait, c'est plus rapide pour eux que d'avoir un accès direct. Ils n'en ont pas vraiment le besoin en ce moment. Après, pour monter le projet, vous aviez eu combien de temps pour justement trouver l'outil le plus adapté, le temps passé pour justement bien définir les besoins? Donc, en fait, comme ça a été, il y a eu 3 étapes. Donc, le fait qu'on ait eu qu'on ait commencé avec les stations d'épuration, etc. Donc ça nous a permis d'avoir nous avons appris si vous voulez, il y a eu un début de scope. Donc ça a pris un petit peu de temps. Une fois que nous avions cette scope, en gros, pour faire Waters, je pense que ça nous a pris 1 an. Mais on avait quand même un petit peu, nous avions des acquis en fait du système précédent. Donc ça a aidé. Mais Waters, donc le site internet, c'était complètement nouveau par rapport au site précédent. Le fait qu'on ait 3 accès, c'était aussi nouveau. Le fait qu'on ait des types parce que nous récupérons des eaux différentes et nous les séparons. C'est quelque chose qui paraît un petit détail, mais en fait, dans la base de données, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc tout ça, ça nous a pris à peu près 1 an. Entre le moment de 2010, quand on a commencé à faire requirements, la documentation des besoins, jusqu'à donc quand je crois qu'on a déroulé en 2012 aux stations d'épuration. Donc entre récupérer et le déploiement en 2012. Donc ouais, 18 mois, 2 ans. Et le choix de l'outil lui-même, vous avez une pérennité. Comment? Non, c'est bon. Il y a une pérennité de l'opérateur qui vous aide au niveau Waters? De l'opérateur. Ah non, c'est votre développeur en interne, c'est ça? Oui, donc en fait, le développement a été fait par une équipe. Je pense qu'il y avait 4 à 5 personnes qui ont fait donc le gros du développement en 2010-2012. Mais ce que nous avons fait, c'est que il y avait un développeur de notre équipe des sciences qui était dans cette équipe, ce qui fait que quand le gros du développement est parti, ce développeur est resté avec nous et donc ça nous a permis de faire des changements juste avec lui en fait. Donc on n'a pas besoin à chaque fois qu'on veut faire un changement de ramener une équipe ou d'avoir un développeur. Et ça a été un atout énorme. Donc, quand on a fait le nouveau, en gros, la flexibilité ou donner la flexibilité au niveau du document type, il avait déjà toute la connaissance du système. Donc, ça a été un gros travail, mais il avait déjà tout ce qui est déjà Water. Donc, il connaissait le code déjà. Donc, ça, c'est un énorme atout. Et il est toujours avec nous, ce qui fait que quand il y a un changement, on ne dépend pas du tout de nos services IT. Donc, si Google Chrome, par exemple, fait un changement et qu'on remarque une erreur sur le système, on peut tout de suite le contacter et en quelques heures, si c'est possible, il répare ou il adapte le code pour gérer ce changement du browser. Est-ce que ça arrive malheureusement assez fréquemment? Parce qu'en fait, on se posait la question en termes de coût, le montage de tout ce projet, à combien ça pouvait s'élever. En fait, le coût à l'origine, je crois, c'était proche de 600 000 $, je crois. Mais je peux vous donner les chiffres un peu plus. Mais par contre, pour vous donner le coût du projet maintenant, ce serait très difficile parce qu'il y a eu tellement de changements en fait en 10 ans. Parce que nous avons changé l'interface, nous avons mis plusieurs flexibilités sur le template, la notification de non-conformité, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte en fait que les clients voulaient vraiment et on s'est dit si on le fait, ils vont rester.
Donc, ça a été quelque chose pour aider les clients. En fait, c'est la carotte pour qu'ils restent à bord. Parce qu'on ne fait pas que ils ne peuvent pas participer que pour la non-conformité. Ils sont là pour la non-conformité, ils doivent nous donner les données et ça aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, tout ça, ce serait très difficile. En fait, on a essayé de le chiffrer et c'est en fait pas vraiment facile. Et l'interface, vous êtes parti d'un progiciel ou c'est vraiment créé complètement par votre développeur ou en tous les cas le développeur initial? C'est tous nos développeurs. Ok. On n'avait pas à l'époque, il n'y avait pas du tout ce genre de technologie en 2010. Donc, c'est pour ça. Maintenant, il y a sans doute des choses qui pourraient, il y a plus, la technologie, on parle d'un truc un logiciel de 10 ans, ce qui est énorme. En principe, un logiciel, c'est à peu près 7 ans. Donc, le fait que ce système ait 10 ans, c'est surtout parce qu'on a continué, en fait, il est tout le temps en train de travailler dessus et donc il améliore le code. À chaque fois qu'il fait un changement, il améliore le code aussi. Et c'est pour ça qu'on a ce logiciel qui a 10 ans et qu'on continue à utiliser et qu'on continue à améliorer. C'est pour ça qu'on va faire ce rapport plus interactif. Et la seule raison pour la raison qu'on puisse le faire, c'est parce qu'il a continué à améliorer le code tout le temps, en fait. Autrement, il aurait fallu refaire un nouveau système. Parce que vraiment, 7 ans avec les avances de la technologie, c'est incroyable en fait. On a beaucoup de chance avec nos développeurs. Il y a quand même un cahier des charges qui a été fait à la base ou pas du tout? Donc, à la base, nous avons… tout ce qui était au départ a été documenté, oui. Et donc, on a je ne sais pas comment on l'appelle en français, functional. Donc, chaque fonction du software a été documentée avec un business analyst. Les spécifications fonctionnelles. Voilà, pareil. Voilà, c'est ça. Question aussi, l'outil et la base de données, du coup, elle est aussi utilisée par les services de suivi, du suivi, on dirait patrimonial, c'est-à-dire que le gouvernement a certainement des points de suivi qualité qui ne sont pas liés à une exploitation ou une industrie. C'est aussi une base qui est utilisée dans ce cadre-là? En ce moment, tout ce qui est dans Waters est uniquement lié à une activité donc, qui a un impact donc qui a un permis d'exploitation. Il y a une autre base de données qui est gérée par notre département, notre groupe. Et en fait, le choix est de séparer ces données dû à la qualité en fait des données. Donc, la qualité, les sites que le gouvernement gère et fait les prélèvements, la qualité des données est considérée supérieure. Parce que il y a peut-être, nous n'avons pas comment expliquer, la qualité des données ne peut pas être estimée. Non, ne peut pas être… on n'a pas vraiment une bonne idée de la qualité des données. Et c'est pour ça qu'on a commencé en fait à demander le laboratoire qui fait l'analyse et aussi par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait avec une sonde ou est-ce que ça a été un résultat d'un laboratoire. Donc par exemple si le résultat pour un prélèvement du nitrate, par exemple, a été fait par une sonde par rapport à un laboratoire, c'est le résultat du laboratoire qui est considéré plus juste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une bonne idée de la qualité des données parce que, et aussi, il y a cherry picking. Comment tu dis? Ils choisissent, en fait. Ils peuvent choisir les données qu'ils soumettent, en fait. Donc, s'il y a… Et donc, ce qui est soumis. Donc, s'il y a une audit et qu'il y a plus de données, dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile. Mais, mais qu'il y ait un système ou qu'il n'y ait pas de système, en fait, ça, ce sera le même problème, en fait. Oui. Puisque c'est les données qu'ils donnent au gouvernement, que ce soit sur un bout de papier ou que ce soit dans un système, le problème est le même, en fait. C'est juste qu'à l'avoir dans un système de données comme ça facilite en fait. C'est plus facile à avoir accès pour le régulateur en fait et de
de faire même aussi il y a des résultats au niveau des limites, par exemple, qui sont en fait assez compliqués au niveau des statistiques. Et donc ça, c'est quelque chose que les régulateurs avaient beaucoup de mal à faire dans le passé, parce que ça prenait beaucoup de temps. Donc non seulement c'était un PDF, mais ensuite il fallait gérer les données dans Excel et par exemple faire des 84 des pourcentiles, non? Des pourcentiles? Des statistiques. Des percentiles, voilà. Voilà, et en fait, c'était non, il y avait en fait sur une période qui changeait, donc en fait, ça devenait très difficile pour eux de faire ça. Et le fait qu'on ait automatisé ça a rendu la vie du régulateur pour ce genre de statistiques aussi plus facile, parce qu'ils peuvent, en fait, c'est tout automatique pour eux, quoi. Donc ça a aidé aussi. Parce que certaines limites sont quand même au niveau des stats un petit peu plus compliquées, quoi. Donc je ne sais même pas comment ils pouvaient le faire avant, pour être honnête. On a une question de Jérôme aussi. À moins que vous ayez encore une question. Je viendrai après si je vois. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'est intéressant de savoir que l'État du Queensland est bilingue aussi. Merci beaucoup de présenter en français. Moi, je serais intéressé d'avoir votre retour sur ce que vous avez appelé la pression réglementaire. Comment est-ce que vous incitez vos producteurs de données à saisir l'information dans le système? Et puis peut-être en question annexe aussi, peut-être j'ai raté un élément, mais je me demandais si la plateforme était capable d'accueillir des données non physico-chimiques de type indice biotique. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par la plus facile, qui est l'indice biotique. Donc, l'indice biotique, nous avons quelque chose assez similaire, mais ça ne fait pas partie du permis en lui-même. C'est un document supplémentaire. Et quand nous avons développé le système, ça faisait partie de ce qu'on voulait implémenter. On voulait que ça en fasse partie. Et à l'époque, il a été très difficile de juste récupérer les données physico-chimiques. Donc, je parle 2012-2013 encore. Et donc, cette partie de l'index a en gros été mis sur le… ce serait bien de l'avoir, mais en gros, le régulateur ne l'utilise pas autant. Et donc, on a mis notre focus sur ce qui allait être utilisé directement par le régulateur. Il n'y avait pas vraiment une poussée du régulateur d'avoir ces données. Cependant, nous avions trouvé une solution pour les calculer, et ça aurait voulu dire que l'opérateur avait plus de données à rentrer. Et donc, en ce moment, et même à l'époque, et toujours maintenant, nous ne l'avons pas déroulé ou déployé, parce qu'on sait que ce sera très difficile d'avoir ces données. Donc, ça commence à répondre à la question donc, que vous posiez au niveau de comment on a pour qu'ils continuent à soumettre les données. Donc, en fait, comme Veitia l'a expliqué dans la présentation, on commence avec des réunions d'information où il y a beaucoup de questions. Selon les industries, c'est plus ou moins bien reçu. Il est important d'avoir le soutien du régulateur. Si c'est juste nous qui y allions et qu'il n'y a pas du tout de comment le régulateur n'est pas présent, il est clair qu'ils ne soumettront pas les données, parce que quand ils soumettent les données, en fait, ils ont peur à ce qu'il y ait plus de scrutin, d'attention. Il y a plus d'attention sur leurs données, et aussi c'est plus facile de détecter s'il y a des problèmes avec leurs données. Donc, il est important que dans notre cas, le permis d'exploitation est une condition qui dise les données doivent être données au gouvernement dans un format spécifié. Et donc, nous, ce que nous disions, c'est que le format en question est Waters. Dans l'ensemble, on se rend compte que c'est comme tout changement, en fait. Au début, il y a beaucoup de réticences, et en fait, et surtout maintenant que le système a 10 ans, nous n'avons jamais fait la première page des journaux. Il n'y a aucun des opérateurs n'a eu de problème avec les médias ou des associations environnementales. Et donc, en fait, ça commence à
à créer de la confiance des opérateurs. Quand il y a des opérateurs qui ont plusieurs sites et qui sont vraiment réticents, généralement, on travaille avec eux. On leur donne plus d'informations, on les rassure qu'il y a des systèmes en place, des procédés que nous ne donnons pas les données, même si nous devons, par la loi, leur donner les données, on a des procédés en place. Et ce qu'on fait aussi, c'est souvent, s'ils n'ont plus leur site, on organise un site, on travaille avec eux sur la donnée du site. Ils se rendent compte que même s'ils ont l'impression que ça va être un travail énorme, en fait, que comme on a mis pas mal de systèmes comme il y a plusieurs documents types disponibles, c'est pas autant de travail que ce qu'ils pensaient au départ. Et donc, une fois qu'ils ont un site, on gagne la confiance et donc on travaille progressivement avec eux. On trouve que ça a bien aidé. Cela dit, il y a des clients nous avons des clients plus ou moins réticents. Il y a aussi, parfois, c'est juste une question de personnalité. Et vous vous rendez compte que si la personne responsable change, le mois d'après, vous avez des données. Donc, il faut vraiment, il est très important de travailler avec le rapport et les clients. Des fois, nous pensons que ce n'est pas un avantage de ne pas faire partie du régulateur parce que nous ne pouvons pas dire nous voulons des données. Mais quelque part, ça nous aide aussi parce que du coup, nous n'avons pas le bâton en fait. Et donc, des fois, ça aide, je pense, à établir un meilleur rapport avec les clients. Donc, je pense que c'est un travail constant, en fait, d'avoir un bon rapport avec le client et avec le régulateur. Et que surtout, s'il y avait un problème, si nous avons un bon rapport avec le client et le régulateur, nous pouvons en fait changer ou si, par exemple, le régulateur s'aperçoit qu'il y a des dépassements de limites, s'il nous contacte, il y a peut-être un problème avec les données, si on regarde avant qu'il y ait des amendes qui sont Les amendes. des amendes. Donc, si on discute, ça aide beaucoup. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est très compliqué en fait. Il y a tellement de facettes à cette question. Ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, en plus de la communication avec eux, etc., la nécessité d'avoir une clause dans les permis est vraiment importante. Voilà. Mais nous avons toutes les mines de charbon et nous avons commencé en 2013 et toutes celles qui sont opérationnelles sont maintenant dans le système. Donc ça, c'est un bon signe. Et nous n'avons pas eu la première page du courrier mail, comme on dit ici. Donc, on est assez contente avec ça. Voilà. Juste, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes d'accès à l'information ou vous disiez que vous n'aviez pas eu à gérer finalement de frustration de la part de producteurs de données de voir leurs données communiquées à des tiers dans le cadre, j'imagine, des lois sur l'accès à l'information? Donc, les formations que nous donnons, on se rend compte qu'au départ, c'est une formation qu'on donne au début, donc quand le site est déployé. Et après, on se rend compte que surtout dans les sites où il y a plusieurs personnes, ça fait partie de leur passage de main en fait. Donc si la personne s'en va, ils ont leur propre formation à l'intérieur de leur système. Donc on se rend compte qu'on en fait de moins en moins. Et tout ce qui est, on se rend compte que les demandes de nos données, c'est surtout par des chercheurs qui, par exemple, font une étude sur la qualité de l'eau dans un bassin ou dans un versant, un Bassin versant. Donc, en fait, on n'a pas vraiment eu d'inquiétude. Quand, par exemple, nous avons un groupe environnementaliste qui nous demande les données, on travaille avec le régulateur pour être sûr que le client est informé qu'un groupe a demandé ces données. Donc, s'il y aurait par exemple, des problèmes à ce niveau-là, le client a le temps de préparer sa réponse aussi. Et généralement, donc dans nos risk assessment, quand on donne des données, on se rend compte que généralement, c'est assez facile de se rendre compte s'il va y avoir des problèmes, puisque généralement, s'il y a un seul site, si les données pour un seul site sont demandées, généralement, c'est quand on pense qu'il va peut-être avoir des problèmes. Et dans ce cas-là, on a un procédé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème.
Mais on a une communication très ouverte avec les clients et nos collègues de régulateurs. Ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je me demandais juste comment, enfin, je pense que vous y avez déjà répondu avec l'aspect pression réglementaire et l'aspect co-construction, etc. De motiver en fait certaines entreprises qui ont leur propre système de base de données. Vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qui n'en ont pas, donc ils utilisent aussi pour eux leur propre gestion. Mais pour ceux qui ont parfois aussi développé leur outil, donc investi, pour les motiver à utiliser aussi ce système qui quand même requiert un travail supplémentaire. Puisque donc en fait, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que on a développé, donc on a des clients qui ont des bases de données plus ou moins, donc ils ont utilisé un outil commercial. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a le deuxième, un des templates, un des documents types qu'on a développé. Et depuis qu'on a aussi la customisation, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'ils puissent carrément télécharger un fichier très simple de leur base de données et juste faire un copier-coller dans le template. Donc, les customisations qu'on a faites, en fait, s'ils utilisent la customisation, Personnalisation. La personnalisation, merci, au maximum. Donc, s'ils utilisent la personnalisation au maximum et en fait qu'ils utilisent tous les petits boutons qu'on a mis, ils peuvent, en gros, on a essayé de faire un copier-coller. Le rêve, ce serait en gros qu'on puisse avoir une connexion API. Et je ne sais pas le nom en français. En gros, les bases de données Qui se connectent. se connectent. C'est pareil en français. Voilà, merci. Donc en fait, ça, ce serait le rêve. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention parce qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de bases de données. Il y a des clients qui ont développé leur propre base de données. Donc il faut qu'on fasse attention de ne pas favoriser, par exemple, un software par rapport à un autre. On verra aussi c'est Enstat parce que ça, ce serait un problème si on favorisait. Si on développait une API pour tout le monde, tous ceux qui ont Enstat, par exemple. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Et aussi, donc ce que nous avons fait, nous travaillons en ce moment avec donc les stations d'épuration. Ils doivent aussi donner des données à un autre département, mais c'est des données différentes. Cependant, il y a une grosse association qui a développé un système pour eux, pour ce département. Et donc, on est en train de travailler avec eux pour en fait essayer d'établir un API avec ce groupe en fait. Et donc ça nous permettrait de développer une documentation en fait. Donc on est en train d'essayer de développer une documentation assez générale, ce qui fait que si nous voulons bouger dans cet espace de donner une API en fait à toute base de données, on aurait une base très générale. Et donc le problème, c'est qu'ils auraient besoin d'avoir un développeur pour développer cette API avec nous. Mais si on a une documentation générale, c'est un premier pas et ça évite ce problème que nous privilégions un système par rapport à un autre. Et aussi, il faut qu'on fasse attention parce que ça veut dire que nous privilégions les grosses entreprises. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Mais en travaillant avec un gros groupe, pour nous, ça a des avantages. Parce que les petits opérateurs, en fait, donc les stations d'épuration, sont coordonnés avec ce groupe. Et donc, je pense qu'il y a presque 100 sites qui sont ces petits opérateurs. Donc, ça nous aiderait parce que les données, il y aurait moins d'erreurs au niveau de la transcription des données si c'était directement de base de données à base de données. Mais il y a toujours ce problème que chacun a le nom pour le pH, pour l'aluminium dissous. Et ça, c'est encore quelque chose. Donc, on travaille avec eux en ce moment et on espère qu'avec les leçons apprises, donc les acquis qu'on va avoir de ça, nous pourrons en gros, étendre et développer une documentation plus générale pour les autres, les plus gros opérateurs. Donc ça, c'est pour juste, je pense que là, c'est une réponse technique. Au niveau de la motivation aussi pour les motiver à donner ces données, généralement, dans leur base de données, ils ont
beaucoup plus de données que ce qu'ils nous donnent ou de ce qui est requis par leur, comment dire, par leur permis. Quand ils veulent, par exemple, s'il y a une extension du site ou s'ils se rendent compte qu'ils veulent changer une des limites, ils doivent aller il y a un processus et donc ils doivent donner des données au gouvernement pour argumenter que cette nouvelle limite devrait être appliquée ou que ce site peut s'étendre et que ces limites doivent s'appliquer. Parce que le gouvernement demande des informations. Il n'accepte pas que juste parce que, voilà. Donc, si ces données ont déjà été données à Waters, le service qui fait l'assessment, l'instruction de cette nouvelle pièce ou de ce nouveau dossier, de cette nouvelle limite, a déjà accès à toutes ces données et a déjà accès au graphe, etc. Et donc, ça facilite et que ça accélère en fait le procédé pour toute nouvelle demande de dossier ou pour toute nouvelle demande de changement de limite en fait. Donc ça, c'est aussi une bonne incentive pour continuer à soumettre ces informations à Waters. Parce que nous avons maintenant des preuves anecdotiques, que donc ça permet d'accélérer ces demandes de dossiers. Donc nous travaillons à cela. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un petit peu dépassé l'heure de fin de réunion, mais... Eh ben, c'est bon pour nous. Merci beaucoup pour cette présentation. Désolée de tous les de mes problèmes de français, mais j'ai essayé. On aurait juste une dernière petite question. Oui. Est-ce que le logiciel, enfin du coup la plateforme Waters, elle est que pour votre département, enfin que au Queensland, ou l'État, ou Oui. il y a aussi d'autres États qui utilisent ce même outil? Non, il n'y a pas d'autres États qui utilisent ce même outil. Je sais qu'on avait discuté qu'il y en avait un État qui essayait de mettre ça en place, mais je ne sais pas s'ils avaient réussi parce qu'on avait changé je pense qu'ils regardaient à d'autres options. Parce que ça dépend aussi de la législation et de la position des régulateurs. Donc, même au Queensland, selon les années, par exemple, en ce moment, les données sont requises, mais parfois, la position du régulateur est qu'on ne veut pas des données et les données sont gérées par les clients et s'il y a un problème, on leur demande les données. Tandis que nous, la philosophie de Waters, en fait, a toujours été de récupérer les données d'une manière régulière parce pour détecter s'il y a un problème. Mais ça peut aussi poser des problèmes parce que si nous avons des données qu'il y a un problème, que ce n'est pas détecté, est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement? Donc, ça dépend aussi donc je dirais, des politiques du moment de cette gestion et de cette demande de données ou pas. Et du coup, sur la fréquence de soumission des données, elle est imposée aussi réglementairement ou c'est Donc, ça a été négocié plus ou moins par industrie. Donc, ce qui a été fait, c'est que, par exemple, les sites qui rejettent de l'eau continuellement, donc du style les stations d'épuration ou certains gaz de schiste, des activités de gaz de schiste. Donc, pour ces sites-là, parce qu'il y a c'est qu'ils donnent des données chaque trimestre. Journalière. Oui. Chaque trimestre. Donc ça, c'est la fréquence de soumission des données qui est et donc la fréquence d'échantillonnage, ça c'est géré par le permis. Par contre, tout ce qui est pareillement mines de charbon ou les mines de cuivre, etc., ils rejettent de l'eau dans l'environnement à des fréquences différentes et ça dépend généralement, il y a des conditions pour qu'il y ait de l'eau dans les rivières, parce que ce n'est pas tout le temps le cas où ils opèrent.
Et donc, dans ce cas-là, c'est considéré qu'ils ne rejettent pas tout le temps. Donc, c'est considéré à risque, mais seulement pendant ces périodes-là. Et donc, comme ils doivent notifier quand ils relâchent de l'eau, leur donnée est seulement requise annuelle. Donc, ils donnent les données annuellement, sauf si c'est demandé par le régulateur spécifiquement. Et si la personne ne vous la fournit pas selon la fréquence, vous avez une alerte au niveau Waters? Donc, il y a des emails qui sont envoyés à chaque trimestre au régulateur pour leur rappeler que les données sont dues chaque trimestre ou chaque année. Et un mois après, donc quand ça fait un mois qu'on n'a pas reçu les données, il y a un autre email qui dit maintenant vos données sont, vous êtes en retard en fait. Et donc nous, ce que nous faisons, nous vous envoyons aussi un récapitulatif de temps en temps au régulateur pour leur dire voilà, nous avons fait ce que nous pouvons. Maintenant, ces mines n'ont pas donné de données si vous voulez agir en tant que régulateur, puisque nous ne pouvons pas enforcer la soumission des données. Donc, c'est le régulateur qui doit agir. OK. Merci beaucoup. Si on a d'autres questions, on pourra éventuellement vous les envoyer? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a une adresse, non, je ne sais plus. On a mis l'adresse dans la présentation? On l'a peut-être pas mis. Par contre, on peut peut-être vous envoyer la présentation également. Et oui, et non, je crois qu'il y a une adresse. Ouais. Donc, il y a une adresse générique de l'équipe Waters qui est PSD Help. Vous verrez. Mais oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. D'accord. Merci. J'espère qu'on a répondu à vos questions. C'est un peu difficile pour nous parce que le contexte est un peu différent. Rien qu'à l'échelle, je voyais que c'était très différent, mais et ça a été un très long trajet pour nous. Donc, ça fait 10 ans qu'on y est et on voit tout le temps des améliorations qu'on pourrait faire au système. Il y a encore des clients qui ne veulent pas se soumettre ou on n'a pas encore toutes les données. Mais bon, on y arrivera. On a encore 20 ans d'ici la retraite. On n'espère pas. Et puis peut-être juste, et ce qui a été développé, au final, c'est quelque chose un outil quand même assez sophistiqué qui va vraiment, enfin voilà, qui a des fonctionnalités quand même très, très développées et très compliquées. Ce qu'on se disait, c'était que peut-être que pour votre cas, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil aussi complexe en fait. Donc ça peut, voilà, peut-être que dans votre réflexion, vous pouvez aussi vous dire que ça peut être également par étapes en fonction des besoins les plus prioritaires en fait pour vous. Mais voilà. Je pense que ce qui est difficile, et je n'ai pas du tout idée des permis d'exploitation en France, hein, mais c'est qu'ici, les permis sont tous différents au niveau des limites et même les limites au niveau des points ou des points d'échantillonnage peuvent être différents. Et gérer ça est ce qui prend beaucoup de notre temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de voir comment on peut améliorer parce que c'est quelque chose. On aimerait que l'équipe passe du temps je dirais, à améliorer le système ou à améliorer la qualité des données. Et malheureusement, on a quand même beaucoup de temps qui est passé à rentrer toutes ces limites spécifiques au site. Et c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qu'on espère que l'intelligence artificielle, AI, pourra peut-être nous aider parce qu'au niveau à ce niveau-là, en fait, au niveau de comment on peut le faire autrement, c'est très difficile, en fait. Donc, c'est vrai qu'avoir des permis très, très différents, ça prend beaucoup de temps de rentrer ça dans le système. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi encore à résoudre. Et je pense, notre développeur nous a dit que ce serait avec de l'intelligence artificielle que nous franchirons cette étape. Voilà. Je me disais juste, on va peut-être envoyer la présentation à Frances ou au CRT qui vous la rediffusera parce qu'autrement, on ne va pas avoir vos contacts ou vos coordonnées. Je me disais que ce serait peut-être plus simple. Oui. Oui, Laurence a demandé à ce qu'on lui envoie l'enregistrement parce qu'elle a eu un problème de connexion et elle n'a pas réussi à se connecter. D'accord. Donc, on peut faire ça, on fera quelque chose comme ça. Oui.
Oui, Comme on ça, vous ça enverra limite. ça avec l'adresse. Voilà. email. Très bien. On voulait vous dire que nous aussi, on a les mêmes difficultés au niveau des permis. Chacun sont différents et on se retrouve avec la même problématique derrière. Ouais. On comprend vos difficultés. On a les mêmes. Voilà. C'est universel alors. Très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup Merci beaucoup. et bonne fin de Merci. journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de la présentation. Allez, ça, alors.